Une infinie tristesse tout d'abord pour une histoire qui a commencé en 2012, c'est-à-dire il y a bientôt 14 ans. Mais un soulagement aussi parce que ça nous permet aujourd'hui de faire le point et Les mots manquent au gérant du Terevao après l'annonce de la décision définitive de liquidation. Le tribunal mixte de commerce a tranché, ni poursuite d'activité, ni reprise de la compagnie. Le navire ne fera plus la liaison entre Tahiti et Moorea. Les avocats mobilisés jusqu'en Polynésie française pour une journée justice morte. En cause, le projet de loi sûre examiné au Sénat depuis ce lundi. Pourquoi suscite-t-il une telle levée de boucliers? Élément de réponse avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Papeete, maître Yves Piriot est l'invité de la rédaction. Plus d'1 milliard de francs publics injectés chaque année et pourtant les bus peinent toujours à concurrencer la voiture. Retard, faible fréquence, manque de données, la Chambre territoriale des comptes questionne un système coûteux qui ne répond pas aux enjeux. Bonsoir à tous. Une page se tourne dans la desserte maritime locale. La fin d'un voyage de 14 ans pour un navire, mais surtout pour une équipe qui espérait encore jusqu'à cette ultime décision de justice. Faute de garantie financière, le Terevao ne naviguera plus entre Tahiti et Moorea. Les réactions dans ce sujet de Samtei Naore. Le large sourire du porteur de projet de reprise de la société Terevao contrastait avec la mine grave de l'actuel gérant. Mais après un peu plus d'1 heure de débat, la décision tombe. Aucune banque n'ayant accepté de soutenir les projets de reprise et de maintien d'activité, le tribunal n'a eu d'autre choix que de prononcer la liquidation. On a tout fait pour pour faire en sorte que ça passe pas en liquidation. Maintenant, il y a des motifs quand même qui tiennent la route pour passer en liquidation. Il y a eu des éclaircissements au dernier moment sur la propriété du moteur. Puis c'est pas clair jusqu'à la fin. Le tribunal a dit ok, c'est comme ça, on tranche. Pour le gérant de la société Terevao, la pilule est dure à avaler. Depuis 4 mois maintenant, il n'a cessé de se battre pour redresser les comptes de la société et sauvegarder les emplois. Depuis le début, quand nous avons travaillé sur le dossier Terevao avec toute l'équipe de direction, notre priorité c'était les salariés. Donc nous avons cherché tous les moyens pour faire repartir la société. Le tribunal nous a donné il y a 1 mois la possibilité un sursis d'1 mois pour trouver un financement bancaire qui malheureusement n'a pas abouti. Mais moi ce qui me rassure aujourd'hui par cette liquidation, c'est que nos collaborateurs voient enfin le bout du tunnel et qu'ils puissent se reconstruire après, dans le sens où le reste des salaires qui leur est dû leur sera payé, et au moins ils pourront se projeter dans l'avenir, à l'après-Terevao. Sur les 35 salariés de l'entreprise, 5 ont déjà retrouvé du travail. Les autres espéraient encore jusqu'à la semaine dernière. Vendredi, lorsque notre gérant nous a réunis à bord du bateau du Terevao à Moorea, j'ai demandé à mes collègues d'envoyer leur CV aujourd'hui. On aurait un plan B pour un autre armateur. Donc on garde toujours espoir, on avance, c'est fini, mais on garde espoir de trouver un autre travail ailleurs. Les biens de la société Terevao seront mis en vente pour payer en priorité les sommes dues aux salariés avant les différents créanciers. Il semblerait que le bateau soit racheté par une société étrangère et quittera définitivement les eaux polynésiennes. Sur les marches du palais de justice, une mobilisation exceptionnelle ce matin. Celle d'avocats et de magistrats ensemble pour protester contre le projet de loi sûre examiné au Sénat. Une journée justice morte pour dénoncer notamment un nouveau mécanisme de plaider coupable. Les explications de Nicolas Pérez. Censé permettre de désengorger les tribunaux, le projet de loi sûre pour sanctions utiles, rapides et effectives fait grincer des dents jusqu'en Polynésie. Car le texte prévoit un plaidé coupable en matière criminelle. Un dispositif sans jury, expert ou témoin, afin de réduire le délai d'attente des jugements.
Avec le projet de loi tel qu'il est, on passerait sur un plaidé coupable à l'américaine. Ça serait un procès qui se ferait quelque part à huis clos, en catimini, dans un bureau. Et pour ce qui est de la victime tout simplement ne pourra plus faire valoir sa parole, tout simplement. Selon lui, la victime est alors invisibilisée dans une procédure judiciaire pourtant fondamentale pour sa reconstruction. Je pense par exemple à la touriste américaine que nous avions défendue et qui avait été violée à Taravao. À chaque audience, elle est venue des États-Unis parce qu'elle avait besoin de raconter ce qui s'est passé, qu'on écoute sa parole et surtout elle avait besoin qu'on la reconnaisse en tant que victime. Et donc dans le cas d'un plaidé coupable criminel tel que la loi est envisagée, ces victimes-là ne pourront plus faire valoir autant leurs paroles et, comme vous le dites, entamer leur reconstruction. Une procédure expéditive qui empêche également l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation. Tous les gens de droit savent aussi ce qui se passe de très important aux audiences, la prise de parole des victimes, mais aussi le caractère pédagogique pour un accusé d'entendre la victime, d'entendre les experts, d'entendre des analyses sur sa personnalité, effectivement. Une négociation dans un bureau prive de tous ces aspects qui nous semblent fondamentaux. Avocats et magistrats faisant exceptionnellement front commun pour dénoncer un projet de loi qui masque un manque d'investissement de l'État. On ne pourra pas avoir de bonne réforme de la justice sans évolution significative de nos moyens, qu'effectivement les comparaisons internationales démontrent que la France est bien derrière les autres pays européens en la matière, donc toujours nous mettre devant le fait accompli en disant mais regardez les délais, on n'a pas d'autre solution que de rogner, que de dégrader encore la qualité de la justice rendue, nous semble pas aller dans le bon sens. Examinée au Sénat aujourd'hui et demain, la loi sûre devrait, selon les spécialistes, être adoptée sans encombre. Les 164 barreaux nationaux comptent mettre la pression sur le ministère de la Justice jusqu'à son examen à l'Assemblée nationale en juin prochain. Merci, monsieur le ministre. On vient de le voir, la réforme de la justice criminelle débattue jusqu'en Polynésie avec ce mouvement suivi par le bureau de papeterie. Le bâtonnier, maître Yves Piliou, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, journée justice morte à Tahiti aussi, on l'a vu, le soutien du syndicat des magistrats avec vous. Avant de parler du fond, comment s'est organisée la journée, puisqu'il y avait tout de même des audiences? La journée s'est organisée très simplement. Nous avons organisé la semaine dernière une assemblée générale du barreau qui, dans sa majorité, a été favorable à l'adhésion à ce mouvement. Il était de toute manière difficile de faire autrement puisque c'est un mouvement national unanime. Donc l'organisation dans un petit barreau comme le nôtre a été relativement simple. Peut-être qu'il nous manquait des banderoles et autre chose, mais ce n'est pas fondamental quand même. Ce qui est fondamental, c'est que les avocats étaient là, étaient présents et partager leurs inquiétudes quant à l'évolution de la justice au regard de ce projet de loi. Oui, vous vous êtes fait entendre. Au niveau des audiences, est-ce qu'il y a eu des demandes de renvoi? Oui, tout à fait. Il y avait deux possibilités. La première possibilité était d'être totalement absent, qu'aucun avocat ne vienne aux audiences, ce que certains préconisaient. La majorité s'est quand même orientée vers une présence aux audiences pour éviter que des affaires ne soient jugées en l'absence d'avocats. Donc les avocats sont allés aux audiences, notamment les membres du Conseil de l'ordre, pour assurer que les dossiers seraient renvoyés. Alors, à l'échelle nationale, les organisations représentant la profession d'avocat n'ont apparemment pas été consultées lors de l'élaboration de ce projet. Là aussi, c'était pour aller plus vite? Pas à ma connaissance, non, il n'y a pas eu de véritable consultation structurelle. Je pense que les organisations nationales sont intervenues d'ailleurs, mais oui, il y a une volonté manifeste d'aller vite et de passer en force, disons-le. Aller vite, justement, sur le fond, pourquoi vous méfiez-vous de cette nouvelle procédure de plaidé coupable censée répondre aux problématiques de délai de réponse? Pour plusieurs raisons. Alors, on est en matière de plaidé coupable criminel. Il ne faut jamais oublier ça. Comme chacun le sait, les crimes sont les infractions les plus graves, qui peuvent aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. On a déjà le plaidé coupable en correctionnel, mais ça n'a pas du tout la même dimension. Le procès criminel est absolument fondamental pour le fonctionnement de la justice, sa transparence et les garanties dans une société libre, dans une société de droit, les garanties que toutes les personnes soient jugées de manière satisfaisante, puissent s'exprimer aussi longtemps qu'elles le veuillent,
que les victimes soient présentes au procès, soient là, puissent se l'approprier, ce que disait mon confrère Télémoina Elec est tout à fait vrai. Donc on a l'impression, alors il n'y a peut-être pas une mauvaise volonté derrière, hein, je crois que le vrai problème il est là, il n'y a pas une volonté du gouvernement, du ministre de la Justice de détruire la justice, il y a une situation qui est d'un point de vue budgétaire mauvaise et depuis très longtemps, hein, ça fait très longtemps que la justice est négligée, et puis comme j'ai dû le dire ce matin je pense, et il n'est pas de moi l'expression, on met un pansement sur une jambe de bois, donc nous ce qui nous inquiète c'est le recul de l'état de droit. Alors, selon vous, on ne s'attaque pas aux véritables causes des lenteurs de la justice. Pensez-vous également que les délais plus importants se situent dans les phases d'enquête et d'instruction? Est-ce qu'il faudrait intervenir sur ces points, même si là aussi, vous les justifiez, ces délais? Je vais parler comme les footballeurs, on peut toujours mieux faire. Hein. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis persuadé que la justice a besoin de temps pour qu'elle se manifeste et qu'elle se fasse bien, aussi bien que possible. Je suis un vieil avocat dans le temps, quand j'ai commencé, il y avait les flagrants délits. Hein, on a maintenant les comparutions immédiates qui ressemblent un peu. Les flagrants délits, c'était un pur scandale, quoi. D'ailleurs, il y avait même des sketchs sur les flagrants délits. Ça a été supprimé. Le flagrant délit, c'est vite. On juge vite. Comme on les juge comparutions très immédiates. vite, un peu comme les comparutions immédiates. Alors, c'est des affaires simples. Ma position personnelle, c'est que ce n'est pas satisfaisant et que tout ça est en réalité la manifestation de tenter d'accélérer les choses, de trouver des procédures qui se substituent aux procédures normales. C'est le signe quand même d'un malaise très important et très profond de la justice. Vous l'avez un peu dit, mais là, il y a ce risque de porter atteinte au principe d'égalité devant la justice. Oui, tout à fait. Alors, je vous l'ai dit, moi, l'égalité devant la justice, j'y crois pas, que les choses soient claires. Hein. J'ai un peu d'expérience. C'est-à-dire que selon les circonstances, selon l'ambiance, selon les juges, selon les avocats, selon la capacité d'une personne à s'expliquer, à se défendre, il n'y a pas forcément d'égalité devant la justice. L'égalité, c'est l'égalité de traitement. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, on peut craindre un danger qui est potentiel. Hein, je répète, je crois qu'il ne faut pas se méprendre sur le but de la réforme. Elle ne vise pas à tuer la justice, c'est plein de bonne volonté, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et de facto, on aura effectivement une justice à deux vitesses, mais là aussi, il ne faut pas se leurrer. Elle existe déjà dans cette mesure, la justice à deux vitesses. Alors, et ces débats, ces procès ont aussi un impact sur la prise de conscience collective, sur l'évolution des regards, et notamment à travers la médiatisation de ces audiences, hormis les viols sur mineurs peut-être. Où est le risque aujourd'hui avec ce projet de loi? Vous mettez le doigt sur quelque chose d'absolument fondamental. La justice doit être vécue par toute la société. La justice doit être connue, la justice ne doit pas se cacher. Les portes des tribunaux sont grandes ouvertes, n'importe qui peut y aller, hein, sauf les mineurs. Et il y a des cas où il y a des huis clos, parce que c'est nécessaire, généralement d'ailleurs pour la préservation de la victime. Donc de faire les choses de telle sorte que l'on puisse penser, je répète, c'est pas le but, que l'on puisse penser qu'il y aura une justice rendue en catimini, c'est pas rendre service à la justice, je vais dire rendre justice à la justice, c'est rendre service à personne, et c'est, mes collègues, mes confrères et moi-même, nous le pensons, c'est une véritable régression de l'état de droit. Un accusé, puisqu'on est en matière criminelle, doit avoir la possibilité de s'expliquer longuement, sans restriction, comme on l'a déjà dit. Ça fait aussi partie de la thérapie. Hein. Un procès, c'est dans une certaine forme, un procès public, c'est une thérapie. Beaucoup de gens sortent différents de ce qu'ils étaient en rentrant. Alors, il ne faut pas non plus croire au miracle. Et tout ça qui se passe sans débat, cet aspect ne peut pas être pleinement accepté. Et il en est de même pour la victime. La victime, ce que disait mon confrère est tout à fait vrai, la victime, même si c'est douloureux pour elle, hein, c'est une épreuve pour une victime d'aller devant une cour d'assises, quelle que soit la matière, et surtout en matière de viol, mais ça lui permet d'être écouté, d'être entendu, ça lui permet de s'expliquer, ça lui permet d'avoir l'espérance que la personne qui l'a agressé, qui lui a fait du mal, prenne conscience de son mal. Tout ça, c'est le procès. Un procès, c'est une espèce de thérapie sociale, et donc faire l'économie du procès,
ce n'est pas rendre service à la justice et à la société en général. En tout cas, en tant que média, on espère pouvoir continuer à rendre justice à la justice. On est transparent, on n'a rien à cacher. Merci, Maître Yves Piriot, d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir. Je vous en prie. Et soulagement pour les passagers d'Air Tahiti. La grève des pilotes est levée avec la signature d'un protocole de fin de conflit peu après 1h ce matin. 3000 passagers étaient en attente de vol ce lundi. Le retour à la normale est annoncé d'ici la fin de la semaine. On fait le point avec Laure Philibert sur des images de Mireille Théato. Les traits tirés, mais la satisfaction d'avoir trouvé une issue à la grève qui opposait depuis 3 jours une grande partie des personnels navigants et la direction de la compagnie. Après une longue journée de négociations, le protocole de fin de conflit est signé en plein cœur de la nuit. Fatigué, mais en même temps soulagé de pouvoir de nouveau remobiliser l'ensemble de la compagnie pour l'accompagnement de nos clients. Ça reste vraiment l'ADN d'Air Tahiti que de rendre le service qu'on a toujours rendu depuis 67 ans. On a assez vite considéré qu'il fallait traiter pour l'essentiel les sujets d'amélioration des conditions de planning de nos personnels navigants, de la même façon qu'il fallait essayer d'améliorer tout ce qu'on pouvait dans la qualité de vie au travail. Mais ne nous leurrons pas, toutes ces décisions qui ont été prises au cours de ces négociations auront un impact direct ou indirect au plan financier. 70 pilotes sur une centaine que compte la compagnie ont participé à ce mouvement. Ça a été gagnant-gagnant. Alors, nous avons pu obtenir 9 points sur les 20 initialement revendiqués. C'est sûr que si on parle de nombre, ça peut susciter des questions. Néanmoins, ça nous satisfait complètement. Si des pistes ont été trouvées pour améliorer le temps de repos des personnels navigants et l'organisation des plannings, la direction l'assure, sa priorité reste la sécurité des passagers et des équipages. Nous avons un certain nombre de dispositifs, de règles de planification des activités et des planifications de repos qui vont bien au-delà des exigences réglementaires aéronautiques. Par ailleurs, nous avons des dispositifs qui prévoient que tout membre d'équipage qui ne se sent pas en état d'assurer son vol par son état physique peut ne pas assurer sa mission sans crainte d'avoir des représailles. Nous mettons ensemble l'ensemble des dispositions pour garantir le plus haut niveau de sécurité des vols au sein de la compagnie. La grève levée, les vols ont repris progressivement dans la matinée. 36 sont programmés ce lundi, dont 10 supplémentaires par rapport au planning habituel pour acheminer une partie des 3000 passagers qui espèrent rejoindre leur destination. En ce jour de reprise des cours, après les vacances de Pâques, sur les 600 élèves en attente d'un vol hier, un tiers cherchait encore une solution ce matin pour rejoindre son établissement scolaire. Ce protocole et cette négociation, elle intervient probablement dans le pire moment dans l'histoire d'Air Tahiti, parce que je rappelle qu'on a accumulé un peu plus de 5 milliards de pertes sur les 3 derniers exercices. Je rappelle qu'on subit actuellement un choc pétrolier avec une hausse du prix des carburants qui constitue un des postes majeurs de charge dans une compagnie aérienne. Et enfin, je rappelle que il y a une énorme incertitude sur l'avenir d'Air Tahiti, notamment au niveau du renouvellement de la DSP. Avec le concours d'autres transporteurs comme la Pétei Express, Air Tahiti espère un retour à la normale d'ici le milieu de la semaine. Alors que la circulation aérienne devrait s'améliorer, les transports en commun peinent toujours à séduire les usagers de la route. Retard, fréquence insuffisante, accessibilité à revoir, la Chambre territoriale des comptes pointe un système coûteux qui ne parvient pas à concurrencer les trajets en voiture. Reportage de Thomas Chabrol. À Tahiti, les transports en commun sont confortables, mais ils coûtent cher et surtout, ils peinent à convaincre. Face à une forte demande de déplacement vers la zone urbaine de Papeete, le pays a misé sur un réseau plus performant, plus rapide et plus fiable pour séduire davantage d'usagers. La mise en place d'un nouveau contrat de délégation de services publics à l'échelle de Tahiti a permis de renouveler la flotte, mais ça ne suffit pas à compenser le manque d'attractivité du réseau. En cause, la congestion routière, des fréquences qui restent faibles et certaines lignes saturées aux heures de pointe. L'organisation des transports en commun fait aussi face à une pénurie de chauffeurs. Et malgré une volonté d'amélioration et une tarification unique, la voiture reste dominante sur les routes. L'accessibilité est aussi pointée du doigt car seul un bus sur 10 est équipé pour les personnes à mobilité réduite. Mais c'est surtout sur le plan financier que le constat est le plus critique.
Le rapport de la CTC déplore un système sous perfusion publique. Plus de la moitié du coût est supporté par le pays, avec une contribution qui passe de 1,1 milliard à 1,3 milliard de francs par an. La Chambre territoriale des comptes relève ainsi les nombreux avantages fiscaux et le manque de contrôle ou de culture du résultat. La Chambre note toutefois des progrès récents. Depuis 2023, les autorités ont renforcé le suivi avec de nouveaux outils pour mesurer la qualité du service et la fréquentation sur les lignes. L'offre kilométrique doit être renforcée avec plus de 850 000 km supplémentaires par an à compter de cette année. Le bleu a l'honneur ce week-end pour soutenir une cause qui mérite plus de visibilité, l'autisme mis en lumière tout au long du mois d'avril. Artistes, sportifs et créateurs de contenu se sont réunis pour le tournage d'un clip musical, une initiative portée par l'association Entre Deux Mondes qui veut faire évoluer le regard sur ce handicap invisible. Le reportage de Léa Gugelman. Elle est coupée. Tous vêtus de bleu, ils portent la même cause, sensibiliser à l'autisme. Une centaine de personnes participent au tournage d'un clip musical destiné à mieux faire connaître et déstigmatiser le trouble du spectre de l'autisme. Parmi eux, artistes, influenceurs et sportifs ont répondu présents pour soutenir l'initiative. Premièrement, pour la cause, c'est une belle cause. Nos enfants polynésiens qui sont autistes. J'ai mon neveu qui est autiste de toute façon, donc voilà. Et donc l'association m'a contacté pour participer à ce projet. Et bien sûr, j'ai répondu présent parce que c'est une très belle cause. Pour moi, c'est très important parce que justement, quand j'ai vu l'annonce sur les réseaux, ça m'a beaucoup intéressé le fait de venir aider et soutenir l'association Entre Deux Mondes. 20 artistes ont posé leur voix sur cette chanson créée spécialement pour l'occasion. Un projet pensé pour les familles concernées, présentes lors du tournage. Ça nous fait chaud au cœur. Ça nous fait chaud au cœur à savoir que nos enfants, bien qu'ils sont acceptés à la vue, mais sont à la fois rejetés par la société. Et cet échec, c'est une douleur pour nous en tant que parents. La chanson en dit beaucoup. On dit beaucoup de notre ressenti car enfin, on se fait entendre. Enfin, nos enfants sont vus dans leur entièreté malgré les particularités qu'ils présentent. Pour l'association Entre Deux Mondes, cette initiative vise à créer une chaîne de solidarité autour de cet handicap invisible. L'objectif de cette chanson, c'était d'offrir d'abord aux familles et aux personnes autistes une chanson pour eux, qu'ils en soient fiers, et ensuite de fédérer et de créer une solidarité, que l'on soit concerné ou non par l'autisme. La musique est tellement belle et tout qu'on espère qu'elle va sensibiliser tout le monde, toucher tout le monde. Elle se veut joyeuse, elle se veut à l'image un petit peu de nos enfants qui ne sont jamais tristes. Et elle se veut aussi être une source de fierté pour que les parents et les familles n'aient plus honte de l'handicap de leurs enfants. Une deuxième journée de tournage est prévue à Bora Bora avant la sortie du clip et de la chanson annoncée pour la mi-mai. Voilà pour l'actualité de ce lundi. Continuez la soirée sur TNTV avec To'ufenua To'ura, suivi de l'émission Nos Différences, puis 2 nouveaux épisodes de la série NCIS. Et enfin, vivez en différé le match de l'OFC Pro League avec les Néo-Zélandais contre les Tahitiens. Très belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.